Dans ce nouveau numéro de Football Factory, nous parlerons de la participation guinéenne à la 5e édition du championnat d'Afrique des nations de football. La Guinée qui termine 3e de son groupe et qui ne parvient pas donc à se qualifier pour les quarts de finale. Nous parlerons également du Papa Camara, paix à son âme, qui avait bénéficié, vous le savez, d'un trophée avec France Football. Eh bien, notre confrère Franck Simon a bien pris soin de ce trophée. Nous le suivrons dans cette émission. Bonsoir, bienvenue dans cette émission et bienvenue surtout dans la fraîcheur de Casablanca. Et cette émission de Football Factory, nous l'animons avec Selou Tata Diallo. Bonsoir Tata. Bonsoir Alphamadi et bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, après une émission à Casablanca, nous vous retrouvons ici donc une émission à Conakry, j'allais dire. Nous vous retrouvons à Casablanca pour un nouveau numéro de Football Factory en plaisir. Et toujours avec le même plaisir, effectivement. Voilà. Eh bien, nous allons parler donc du Sili, du bilan de cette équipe nationale guinéenne au championnat d'Afrique des Nations. Il y a eu 3 buts marqués par la Guinée lors de cette compétition dans la phase de groupe, donc 5 buts encaissés. Une victoire, c'était face à la Mauritanie, 1-0, 2 défaites, une première contre le Soudan, 2-1 et puis une deuxième face au pays organisateur, le Maroc, 3-1. La Guinée a terminé 3e de son groupe. C'est le Tata. Comment vous jugez ce bilan du Sili national de Guinée? Sérieuse contre-performance pour une équipe qui était venue normalement, qui était censée gagner la coupe. On l'avait dit auparavant, les 2 finalistes de la saison dernière, de l'édition dernière, n'étaient pas qualifiés pour ce CHAN. Donc il y avait la Côte d'Ivoire qui était demi-finaliste et la Guinée demi-finaliste. Donc c'était logiquement les 2 favoris en plus du Maroc qui est pays organisateur. Et la Guinée avait comme ambition de venir remporter le trophée. C'était l'ambition, en tout cas c'était l'objectif assigné à l'AP Bangoura et à ses poulains. Et quand on vient avec cet objectif-là et qu'on sort au premier tour, ça veut dire que le bilan il est vraiment négatif. Et 3e d'un tel groupe, on croyait que la Guinée avait au moins une place en quart de finale. Peut-être pas accrocher la première place, mais au moins la 2e place, elle était normalement à la portée du Sili national de Guinée. Mais il y a eu des ratés et donc le bilan il est absolument négatif pour le Sili national de Guinée. On va continuer donc le condensé de ce qui s'est passé cette semaine à Casablanca avec le Sili local. Entre-temps, il y a l'entraîneur du Sili local, Kanfori Lapé Bangoura, qui a été donc limogé à la tête des sélections nationales qu'il dirigeait jusque-là. Et nous allons justement partir avec Damas Ibrahima Sori Touré. C'est l'adjoint de Kanfori Lapé Bangoura qui a dirigé justement ce dernier match contre la Mauritanie. Et il dit qu'on nous a cassé les jambes. Ce sont ses propos donc après le départ de Kanfori Lapé Bangoura. L'objectif était là pour nous, mais on n'a pas atteint l'objectif. Et que l'entraîneur aussi est parti. Ça nous a cassé les jambes aussi. Au sein du groupe, quand l'annonce a été faite par le coach même, on était à table. Alors là, tout le monde et les joueurs et l'encadrement technique, les joueurs même avaient décidé de ne pas jouer le match contre la Mauritanie. Voilà le départ de l'AP Bangoura. Tata, vous l'avez suivi. Est-ce que c'était justement un handicap pour cette formation guinéenne? À partir du moment où déjà on se savait éliminé après la 2e journée, ce n'était pas tant que ça un handicap, même si la forme peut-être aurait voulu attendre peut-être la 3e et dernière journée pour limoger l'entraîneur, parce que de toutes les façons on savait qu'on n'allait pas se qualifier et on sait que c'est l'AP Bangoura qui a préparé cette équipe, même s'il y a eu beaucoup de couacs, beaucoup de ratés dans cette préparation-là et même dans la liste des 23 concoctés par le technicien guinéen. Mais peut-être que la logique aurait voulu qu'on attende la 3e sortie du Sili national pour définitivement le limoger. Maintenant, après, on sait que la déception elle était tellement grande qu'il fallait tout de suite réagir, faire sauter peut-être le fusible, parce que dans ce genre de situation, le fusible le plus facile à faire sauter, c'est l'entraîneur. L'entraîneur, c'est une seule personne, alors que l'équipe, c'est 23 personnes, le staff et tout. Et donc, l'entraîneur est beaucoup plus facile à limoger dans ce genre de situation. L'entraîneur a limogé et comme par hasard, le dernier match est remporté par son adjoint, qui déplore bien sûr son départ, il faut le rappeler. En effet, c'est toujours compliqué. Il y a ce choc psychologique de la part du staff, de
l'entraîneur qui arrive là, des joueurs, s'il arrive à trouver le bon discours, pourquoi pas tout le monde devrait se rebeller, même si on sait que ça n'enlève à rien le mérite de battre la Mauritanie, mais on savait que quand même que la Guinée part des favoris devant cette équipe mauritanienne qui a pris également deux défaites avant. Zéro but inscrit dans cette compétition. Alors que la Guinée, on va dire, un peu chapeau à l'attaque, qui a marqué à chaque fois un but, même si la défense elle a été poreuse tout au long de la compétition. Et c'est tout à l'honneur de ce staff qui a dirigé ces derniers matchs, mais on s'attendait quand même à une victoire du Sili national pour sauver l'honneur et peut-être sortir de la compétition un peu la tête haute. Et nous avons donc, nous, de notre côté, essayé d'interroger les acteurs du Sili national local, c'est-à-dire certains joueurs et des encadreurs, sur les raisons de cette élimination précoce. Suivez. Dire que les joueurs n'étaient pas prêts pour débuter ce CHAN, quoi. Pourquoi vous le dites? Parce que une fois qu'ils viennent à l'entraînement, il n'y avait pas un entraînement où on dit aujourd'hui moins bon. Tous les entraînements étaient vraiment bons, les joueurs se donnaient à 100%. Et une fois qu'il y a au match, il y a un peu du monde, il y a un peu de pression. Et ça, il y a un manque de, pour moi, manque de maturité dans l'équipe et d'expérience. C'est pour ça les jeunes, je prends un exemple, Kaka c'est un super joueur, il a des matchs amicaux, c'était un des meilleurs de l'équipe. Et contre Soudan, une fois sur le grand terrain, public, Maroc, la même chose. Et le garçon, il touche, c'est plus le même joueur que je connais dans les matchs amicaux. Et ça, c'est une question, ça c'est pour moi l'expérience et la maturité qu'il n'a pas encore. Le premier match, les distances entre les lignes étaient beaucoup trop grandes et pour le milieu de terrain, c'est difficile à courir constamment les 60 mètres. Je lui ai dit, on a fait des entraînements dessus. Le deuxième match, il y avait les écarts entre la défense surtout et le milieu de terrain raccourci. Ça, c'était très bon, mais bon, sur des moments où on n'avait pas de problème, où il n'y avait pas de pression, Soudan ou Maroc, c'est nous, on fait une erreur et l'adversaire marque. La préparation qui a été vraiment un peu manquée, puisqu'on a commencé tardivement, voilà, la cohésion manquait un peu. Dans le terrain, les automatismes ne sont pas venus directement. Donc voilà l'un des facteurs qui nous a beaucoup fatigués dans ce tournoi. Et voilà des acteurs du Sili local qui s'expriment sur les raisons de cette élimination. C'est Lutata. On voit par exemple le gardien de but Kanté Abdoulaye qui dit qu'il n'y avait pas d'automatisme malgré une bonne préparation, malgré, j'allais dire, une bonne qualification. On se rappelle, la Guinée s'est qualifiée avec beaucoup de buts inscrits, hein, des scores fleuves contre la Guinée-Bissau, le Sénégal. On peut dire qu'il y a des raisons qui expliquent forcément cette contre-performance. Il y a beaucoup de raisons qui explique cette contre-performance. En fait, la forme des joueurs, de certains joueurs cadres durant les éliminatoires n'était pas la même durant cette compétition. On sait que le championnat a été organisé, il y a eu 11 journées de championnat. Il y avait des joueurs qui avaient beaucoup de matchs dans les jambes, qui ont été laissés à la maison et d'autres qui sont venus, qui n'avaient pas joué. Et là, ça s'est vu tout de suite qu'il n'y avait pas le rythme. Le problème, c'était donc au niveau de la sélection. Au niveau de la sélection, on savait qu'il y avait énormément de problèmes. C'est vrai que la liste de l'AP Bangoura déjà a fait âger, déjà en Guinée, avant même que l'équipe ne se déplace ici en préparation. Pour ne pas dire son nom, Gal, par exemple, Abakar Gal Kamara, regardez par exemple contre le Maroc, il vous sort 60 minutes, 60 très bonnes minutes. Il faisait mieux que Boudou dans l'axe, mais après, comme on sait que ça ne triche pas, à la 60e, à partir de l'heure de jeu, on sait que ça ne triche pas, le naturel revient au galop, il n'avait pas le rythme et ça s'est vu tout de suite après. Il a fait l'erreur qui a peut-être fait balancer les choses du mauvais côté pour la Guinée. Mais sinon, avant, Gal a fait 60 très bonnes minutes avec le Sili national. Mais après, le manque de rythme. Et voilà, quand physiquement, on n'est pas au top, mentalement, il y a des défaillances. Et il y a eu cette défaillance. On ne met pas tout sur Gal, bien entendu. Parce que déjà, on avait perdu le premier match face au Soudan. C'est le match qu'on n'aurait jamais dû perdre, de toutes les façons. Mais ça sent qu'il y avait des joueurs qui n'avaient pas le rythme, qui n'étaient pas dans le mood, comme on dit.
aussi et ça s'est vu tout de suite. Ben, il y avait un deuxième match contre le Soudan, c'est le match administratif. On va en parler dans un instant dans cette émission. Mais en attendant, nous vous permettons de suivre les excuses présentées par un des joueurs du Sili local. Il s'agit de Désiré Yaovi, défenseur de cette formation. Suivez. On est déçus et moi je vais profiter de l'occasion pour présenter les excuses au nom du groupe. Peut-être d'autres aussi ont l'occasion de les présenter, peut-être sur les réseaux sociaux, comme je ne suis pas trop fréquent là-dessus. Mais moi je profite de l'occasion pour présenter nos excuses, que nous sommes vraiment désolés, que le peuple guinéen sache que nous partageons la douleur qu'ils ont aujourd'hui au pays. Rapidement, c'est Loutata Diallo, cette excuse, est-ce qu'elle est la bienvenue chez le public sportif guinéen qui attendait mieux de cette formation? Oui, c'est toujours bien après un fiasco, parce qu'il faut dire que c'est un fiasco. On l'a dit en début d'émission, on s'attendait à ce que la Guinée joue minimum la finale quand même. Sortir de cette façon-là au premier tour, c'est quand même une sacrée contre-performance. Maintenant que les joueurs prennent conscience du fait qu'ils ont manqué à leur devoir, c'est toujours bien de voir un joueur venir à cœur ouvert s'excuser de la part du public. Parce qu'il faut rappeler que ce n'est pas tous les joueurs qui ont fait cette excuse, c'est un seul qui sort du lot et qui demande pardon au public. Et c'est déjà pas mal, moi je trouve que c'est une très bonne chose de la part de Yaovi de venir s'excuser auprès du public, même s'il faut reprendre conscience du fait que le public attend beaucoup de ces joueurs-là. La Guinée est un grand pays de football, il y a une longue histoire et quand on porte la tunique du Sili national de Guinée, c'est bien de s'excuser, mais quand on porte la tunique du Sili national de Guinée, on est sur le prêt, on est obligé de se donner à 100% parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de millions de Guinéens qui aiment le football et qui suivent cette équipe nationale-là. Et donc, il va falloir être à la hauteur et mériter la sélection nationale. La Guinée est donc éliminée de cette compétition, mais le Sili national local aurait pu avoir une seconde chance dans cette compétition. Eh bien, vous le savez, donc la Fédération guinéenne de football, donc son président, avait porté des réserves au niveau de la Confédération africaine de football contre un joueur soudanais, El Samani El Sawi. Finalement, la Guinée a été déboutée par la Confédération africaine de football qui disait qu'il n'y avait pas d'erreur autour de ce joueur notamment. On s'est posé la question si la Guinée allait porter des recours, d'autres recours après cette décision de la Confédération africaine de football. Eh bien, Antonio Souaré, le président de la FGF, n'est pas parti sur la même longueur d'onde que nous autres. Nous venons de recevoir la décision de la CAF. En tant que dirigeant africain et dirigeant de football, j'y crois au football africain. Donc nous prenons acte. Nous prenons acte, mais j'ai décidé de ne pas faire appel. Tous les documents ont été fournis. Les articles sont clairs là-dessus. Et ce qu'on peut faire, c'est de laisser la compétition suivre son cours normal. Si ça a été décidé qu'il n'y a pas une erreur administrative, nous en prenons acte. Et nous souhaitons bonne chance à la CAF, nous souhaitons bonne chance à la compétition. Et nous nous remettons à la décision de la CAF et nous disons que nous sommes là pour le progrès du football africain. Nous travaillons dans ce sens. Et comme vous avez les dossiers de presse, tout ce que je peux dire, c'est vive le football africain. Merci. Alors, pas de recours après la réserve déboutée de la Guinée, c'est Loutata. Quand même, c'était des documents assez costauds quand on les a vus.
Ouais, on a vu un document, une pile de documents déjà concoctés, mobilisés par la Fédération guinéenne de football contre la Fédération soudanaise pour ce joueur numéro 17, El Sawani. Et on sait que normalement le joueur il a été transféré en Libye et on sait que parfois le lobbying marche beaucoup plus fort dans les instances dirigeantes du football, que ce soit au niveau de la CAF ou bien alors au niveau de la FIFA. Sinon on se demande pourquoi depuis on n'aligne pas le joueur. C'est parce que tout de suite les Soudanais se sont rendus compte qu'ils ont commis une erreur et ils ne veulent pas passer à la trappe. Ils ont échappé belle face à la Guinée parce que tout simplement la Guinée avait les arguments solides par rapport à ce joueur parce qu'il est transféré dans un autre club hors du pays, hors du Soudan. Quand son entraîneur confirme cela, un confrère qui se trouve ici à Casablanca, le fait même que le joueur devrait participer au stage de formation de la formation d'Al-Ittihad de Tripoli qui se déroule en ce moment au Soudan, au pays du joueur en question. Donc on se dit qu'il y avait ces arguments solides de la Guinée, malheureusement, qui n'a pas pu se démarquer par le lobbying. Qui n'a pas pu se démarquer, c'est un véritable camouflet de toutes les façons pour la CAF. Un vrai camouflet parce que tout simplement, ça va créer un précédent. On sait qu'avant le début de la compétition, on se posait des questions. La première conférence de presse de cette compétition avec le président de la CAF, la question lui a été posée. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être ouvrir ce CHAN à d'autres joueurs évoluant dans d'autres pays du continent africain? Par exemple, pourquoi un Guinéen qui joue au Maroc ne jouerait pas le CHAN pour la Guinée? La question, elle est posée, elle est pendante, elle est en discussion. Mais là, je crois que c'est un véritable camouflet pour la CAF qui ne pouvait pas sanctionner le Soudan parce qu'on savait que la sanction elle allait être lourde de conséquences. C'est non seulement l'élimination déjà de cette compétition, mais également de la prochaine édition. Donc elle allait être lourde de conséquences. La CAF plutôt n'a pas voulu aller dans ce sens-là, mais les Soudanais, eux, ils ont compris qu'ils ont commis une erreur et depuis, on voit que le joueur sur les feuilles de match du Soudan, c'est écrit absent, on ne l'aligne pas du tout. Il est sorti non seulement du 11, mais également des remplaçants parce que tout simplement, on sait qu'il normalement, il n'est pas qualifié pour jouer cette compétition. Une très belle chute. Donc ce joueur, il s'agit d'El Samani, n'a pas été aligné lors de la deuxième rencontre, n'a également pas été aligné contre le Maroc. La question a été posée au sélectionneur de la formation soudanaise. Et bien lui se demande pourquoi les Guinéens continuent à pleurer pour ce dossier. I'm the coach. I'm taking care of the field and then je pense que vous auriez pu faire des résultats au lieu de chercher des erreurs. Bon, je passe. D'abord, il n'y avait pas d'erreur et nous avions les sourires aux lèvres par rapport à ce que votre fédération essayait de faire. Notre fédération a fait un bon travail et nous savions que rien n'était faux et je ne sais pas pourquoi vous pleurez pour ça. Eh bien donc, Luga Ruzic, le technicien croate de cette formation du Soudan qui préfère nous voir remporter nos matchs que de continuer à pleurer. C'est une pirouette du technicien soudanais parce que tout simplement, il sait que le Soudan l'a échappé belle. Et donc, c'est vrai qu'on ne peut pas dire que la Guinée a pleurniché parce que dans ce genre de compétition, on sait avant tout c'est le vice. Le vice, c'est sur le terrain, c'est en dehors du terrain également. La Guinée a eu le vice, a tenté quelque chose, ça n'a pas marché, c'est vrai. Mais n'importe quel autre pays était dans la situation de la Guinée aurait tenté le coup parce qu'on sait qu'en embuscade, il y avait également la Mauritanie qui espérait une issue favorable pour se relancer dans la compétition. Eh bien, Tata Diallo, récemment, la Guinée justement a perdu une légende. Il s'agit de Papa Camara. Il y a un trophée qui lui a été décerné par France Football, le magazine français. Nous avons rencontré Franck Simon ici à Casablanca. Il a été l'invité de l'émission Total Chan 2. Il parle de Papa Camara, il parle de ce trophée-là. Oui, effectivement, il y a un trophée de Papa Camara qui était dans les archives de France Foot depuis tant d'années, qui ne lui a jamais été remis. Et quand j'ai appris sa tragique disparition, j'étais évidemment triste parce que, si vous voulez, je projetais de le remettre à la fédération à l'occasion du CHAN.
faire la surprise, aller voir le président, lui dire voilà, si vous pouvez revenir avec le trophée et l'adresser à Papa Camara sur place. Or, il est disparu entre-temps et j'ai écrit cette lettre sur mon compte Facebook et bien sûr, ça a fait beaucoup d'agitation et d'animation. Dans les médias. Exactement. Donc le trophée est en France, à Paris, et il n'attend pas grand-chose pour reprendre le chemin légitime, le chemin de la famille du football sportif. Donc vous comptez vous déplacer en Guinée pour remettre ce trophée? C'est ce qui est maintenant, ce qui est prévu. Il est légitime que ce trophée revienne à Conakry. Moi, je n'ai pas à le conserver. Je l'ai conservé par respect, si vous voulez, pour lui, toutes ces longues années. Donc voilà, il reviendra très vite, très bientôt à Conakry, j'espère, pour que les Guinéens puissent enfin récupérer ce dû, qui est un petit trophée, mais qui, je sais, qui est hautement symbolique pour tout le sport guinéen. À l'instant, donc, Franck Simon sur le plateau de Total Chan 2 avec Alassane Ndire Diallo. Quand même, c'est assez mémorable cela. Et on va être très heureux, nous, en tant que Guinéens, que sa famille puisse posséder à nouveau ce trophée. En effet, vous savez, Papa Camara, il fait partie de ces plus grands en Afrique, de ces très grands joueurs en Afrique, les grandes figures du football africain. Et donc, c'est essentiel pour la Guinée, pour la famille sportive, pour la famille de Papa Camara de récupérer ce trophée parce que vous savez que France Football, le ballon d'or africain, était remis par France Football. Même si maintenant France Football s'associe à la FIFA pour le ballon d'or qui a été généralisé maintenant, mais on sait que dans le temps, France Football donnait ce ballon d'or africain, ce ballon d'or européen. Donc c'est pour nous une fierté de revoir ce trophée des mains de Franck Simon, un gentleman du football. C'est vrai que c'est un Européen mais qui connaît super bien le football africain. Donc c'est un plaisir non seulement de revoir le trophée là, mais de le revoir avec les mains de Franck Simon qui connaît très bien le football africain, qui est un vrai gentleman et que je salue au passage. Eh bien, très heureux donc pour la famille de Papa Camara, mais aussi pour la famille du football guinéen. En tout cas, merci Tata d'avoir accepté notre invitation. C'est toujours un plaisir. Eh bien, merci également à Alia Alama Bangoura et à Lamara Nassau qui étaient à la caméra et au montage. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro de Football Factory.